des États-Unis. Ah, continuer. Ils n'en sont pas au niveau des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le TPA, mais ils ont le DPA. Donc, on peut dire ça. Ah ouais. Donc, ils peuvent utiliser quand même Ils vont les agents les good. diagnostiques, comme on dit en français, Ouais, ouais, ouais. Ah pour ouais. pouvoir travailler avec leurs patients, pour les dilater, faire une anesthésie, faire une cyclopégie, des choses comme ça. Voilà. Ouais, Mais ouais. bon, Mais en ils France, sont vous pouvez. privilégiés par rapport aux Français. En France, on a quasiment la plus mauvaise situation en Europe. Hmm. Par contre, en Algérie, l'optométrie est reconnue depuis Si. 1971 Ah et ouais. nous utilisons les colliers diagnostiques sans aucune restriction. Nous n'utilisons pas les colliers anesthésiants, quoiqu'il n'y a pas d'interdit formel sur cette question, puisque nous avons une législation qui est un peu plus en avance sur la France et sur les pays du Maghreb. Toujours est-il que pour ce qui est de la Grande-Bretagne, il y a beaucoup de nouveautés dans la législation. Et aujourd'hui, il y a des formes de post-graduation qui permettent à un certain nombre d'optométristes qui, une fois ils ont terminé ce cycle de formation à distance, ensuite quelques examens et quelques ateliers, et ils ont la possibilité de prescrire des colliers pour le segment antérieur. Donc, il y a assez considérable. Alors, si vous le permettez, nous avons du monde sur la page Facebook, beaucoup plus de monde sur la page Facebook que sur le Zoom. Ils vont venir au fur et à mesure. Alors, je vais essayer d'introduire. Tout d'abord, je remercie Dr Vinh Dang d'avoir accepté de participer à notre cycle de webinaires. C'est la saison 2, puisqu'année passée, on a eu la possibilité de recevoir aussi beaucoup de plusieurs Américains, dont notamment Elise Kramer de Miami, Yaman Al-Mouradi de Californie. On a aussi reçu Art Epstein d'Arizona. On a reçu Mark Bullimore sur la thématique de la myopie. On a reçu aussi professeur Longis Michaud du Canada. Donc, nous avons eu beaucoup d'intervenants nord-américains l'année passée. On a eu aussi quelques intervenants, dont notamment Dr Combe à partir de la France, qui nous a fait une série de plusieurs communications, 3 communications sur la myopie, pour nous permettre d'avoir une idée précise sur tous les aspects liés à la myopie, à son développement, etc. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons choisi Dr Vinh Dang parce que j'ai été séduit par la présentation qu'il a faite récemment, au mois d'août, sur une thématique intéressante où il arrive à lier entre des avancées et sur la compréhension de la physiopathogénie de la sécheresse oculaire et sur un certain nombre de cas cliniques, et notamment que c'était un petit peu une présentation pratico-pratique parce qu'elle permettait de sortir avec un certain nombre de solutions. Alors, sans tarder, je vais présenter Dr Dang. Donc, Dr Dang est directeur du Dry Eye Center of Excellence. Il est optométriste de soins primaires. Il est aussi certifié dans le management du glaucome. Il travaille en collaboration dans un cabinet groupé avec des ophtalmos. Depuis, il a aussi une expérience qu'il a accumulée chez Lens Crafters au niveau un petit peu de l'optométrie, si vous voulez, pratique qu'on rencontre souvent liée à la réfraction, au dépistage, ensuite à la prise en charge des problèmes de malvoyance. Il est parfaitement anglophone, il est francophone, il parle, comprend écrit le mandarin et le cantonais et aussi l'espagnol médical. Donc j'ai mis bienvenue en mandarin. Je ne sais pas si c'était correct parce que c'est une traduction Google. Il est au niveau de sa formation, d'abord, il est Fellow of the American Academy of Optometry depuis novembre 2016. Il est certifié dans le glaucome, le management du glaucome, par le Western University College of Optometry en 2011.
Il est docteur en optométrie depuis juin 2007. Il est aussi Bachelor of Science de l'Université de San Diego en biochimie et biologie cellulaire. En ce moment, il travaille il s'est spécialisé dans le management de la surface oculaire, des maladies de la surface oculaire. Il est responsable des soins primaires, incluant le diagnostic, le traitement du glaucome, des segments antérieurs et postérieurs, tout ce qui est maladie intéressant, le segment antérieur et postérieur. Aussi les urgences en soins primaires, la prise en charge pré- et post-opérative, post-chirurgie, dans le cadre donc, de ce cabinet groupé. Il est aussi, il a été optométriste, managing optométriste, donc à LensCrafter de juin 2007 à 2009. Il est très impliqué dans des activités, j'allais dire, de communauté, d'aide, etc. Je peux citer sa participation dans un tas d'actions, notamment avec, il est membre du corps Dr. Team for One Site. Donc, il a pris en charge pêle-mêle les réfugiés palestiniens, syriens, etc. Il a aussi coaché pour tout ce qui est dry eye, donc il a dirigé un petit peu. Il est impliqué, il est trésorier de l'American Academy of Optometry Anterior Segment Section. Il est membre de Intrepid Eye Society, c'est là où je l'ai rencontré virtuellement. Donc, je vais prendre peut-être une heure pour lire tout son CV, qui est très, très riche, parce qu'il a été même en Thaïlande, il a fait du dépistage, la prise en charge de plus de 5000 personnes, donc un tas d'activités. Je vais m'attarder un petit peu sur ces publications, parce que je vais essayer un petit peu de les trouver pour les partager sur la page de Facebook. Il a publié dans Optometry Science, Modern Optometry, ensuite dans Collaborative Eye, Optometric Management, dans Review of Optometry et dans Advanced Ocular Care Glaucoma Issue. Il est en ce moment président élu de la Kern County Optometry Society. Il est membre de la American Academy of Optometry. Il est membre de l'American Optometric Association. Il est membre de la California Optometric Association. Il est membre du Kern County Optometric Association. Il est aussi membre du National Optometric Student Association. Voilà, j'ai essayé un petit peu de faire un petit résumé. Donc, j'ai partagé il y a quelque temps son CV. Vous pouvez regarder ce CV. C'est toujours intéressant de retrouver ses publications. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite encore une fois la bienvenue et à vous l'honneur de reprendre. Merci, Dr. Shaban et Dr. Combe. Je suis très honoré d'être ici avec vous ce matin, ici en belle journée de Californie. Alors, je vais commencer ma présentation. On va voir comme ça. Alors, vous pouvez le voir? Eh bien, oui, on arrive à voir. Très bien. Ouais, c'est bien. Bon, je voudrais dire que je pourrais commencer à commencer ma présentation en français, mais il y a beaucoup de mots que je voudrais peut-être dire en anglais parce que vraiment, quand je suis, comme vous avez entendu avec Dr. Gaudi, je suis, je peux pas parler français parce que je suis né en France, je suis né à Paris, mais j'ai habité là-bas pendant 15 ans. Mais la plupart de mon éducation et mon école, elles étaient dans les États-Unis. Alors, il y a beaucoup de mots que je ne pourrais pas vraiment penser en français. Alors, je vais essayer. Bon, alors, merci d'être ici. Voilà, ici, c'est les compagnies que je travaille avec les autres. Bon, aujourd'hui, on va parler de la sécheresse oculaire. Alors,
Mais moi, je sais que vous savez c'est quoi la maladie et on va parler des nouvelles traitements peut-être que vous n'avez pas encore entendu. On peut utiliser ici aux États-Unis et après on va parler à des case management pour voir quelques caisses intéressantes. Alors, voilà, mais monsieur Dr. Gaudi, il a déjà dit toutes mes informations. Alors, vous savez que je suis chinois, je suis né à Paris, comme je l'ai dit. Je peux parler anglais, français, cantonais, mandarin. J'ai déménagé aux États-Unis quand j'étais 15 ans. J'étais étudié à l'Université de Californie en San Diego. Et après ça, je suis allé en Orange County, qui est en Californie, dans une école qui s'appelle, j'ai essayé de traduire l'école, mais ça s'appelle la Californie du Sud, Collège d'optométrie, qui est en anglais Southern California College of Optometry. Mais maintenant, j'habite en Bakersfield. Bakersfield, c'est à peu près 2 heures nord de Los Angeles. Et je travaille dans une clinique qui s'appelle Empire, mais en anglais, c'est Empire Eye and Laser Center, depuis 14 ans. Là-bas, mon focus, c'est la sécheresse oculaire ou les maladies oculaires du segment antérieur. Voilà, ici, ça, c'est ma famille. J'ai 2 fistons. Ils ont 7 ans et 5 ans. Et ma femme aussi, elle travaille. Chaque fois que je vois un moulin, ça me rappelle de la France. Alors, je manque la France beaucoup et je suis très triste pour que je ne peux pas retourner en France en ce moment par le Covid et tout ça. Mais après, dans l'avenir, je pense, je voudrais revenir et peut-être rencontrer mes collègues. Alors, ici, c'est l'introduction. Alors, pourquoi on doit parler de la sécheresse oculaire? C'est quoi pourquoi c'est très important? On sait que il y a 30 millions de personnes qui ont ce problème, mais seulement 15 millions de personnes ne savent qu'ils ont ce problème. Mais aussi, depuis même s'il y a 15 millions de personnes qui savent qu'ils ont ce problème, il y en a seulement 1,5 million qui sont traités avec peut-être une médication ou une goutte. Alors ça, c'est vraiment un problème parce que, il y a autant de personnes qui ont ce problème, mais nous sommes les docteurs de optométrie ou nous sommes le docteur, alors il faut qu'on lui parle de ce problème. Alors si on ne lui parle pas de ce problème, ils seront pas, il ne sait pas qu'il y a peut-être un traitement pour ce problème. Quand ils viennent te voir, ils vont dire que oh ouais, moi je pense que j'ai un problème à ma vision, je ne peux pas le voir très bien, je pense que je dois changer mes lunettes. Mais vraiment, ce n'était pas vraiment la lunette. Après que vous avez regardé que ces lunettes, la prescription n'a pas vraiment changé, vous allez voir qu'il y a des problèmes sur sur la surface. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un problème très, très, très important. Bon, alors, on sait que quand on parle de la sécheresse oculaire, on sait qu'il y a trois types de sécheresse. On sait que il y en a une qui, il n'y a pas assez c'est quoi le mot en français? Tears. Il y a not enough tears quand il n'y a pas assez de tears dans les yeux. Ça s'appelle le aqueous deficient. Mais on sait que maintenant, on sait que la plupart de la sécheresse est
et parce que un autre component qui s'appelle evaporative. Evaporative, c'est quand c'est les meibomian glands dans les yeux. Il y a des problèmes avec les meibomian glands. C'est pour ça que si vous allez entendre les pourcentages, c'est qu'ils disent que 86% des personnes qui ont la sécheresse oculaire, c'était parce qu'ils avaient un mix de evaporative et aqueous deficient. C'est pour ça que quand vous donnez les patients des gouttes, ça vraiment, ça fait rien du tout. Les gouttes, ils lui donnent un peu de comment dire, relief, un peu de relief pendant 15 minutes, mais après ça, ils ont, mes yeux sont un peu sèches. Alors maintenant, on va parler des traitements et quels traitements qui sont nouvelles et aussi qu'est-ce qui va venir dans le futur. Alors ça, c'est toutes les choses que je vais parler aujourd'hui. On va commencer avec le iTier 100. C'est une compagnie qui, si vous n'avez pas entendu, c'était approuvé ici aux États-Unis en mai 2020. Et ils ont commencé à donner aux docteurs. Et c'est un peu, si vous avez entendu de Allergan, il y avait 3 ans, 4 ans, il y avait une unité qui s'appelle, ici, il s'appelle TruTier. Et un TruTier, c'était quand tu le mets dans ton nez, et tu le mets dans ton nez, et après, il y avait une stimulation électrique qui va faire la stimulation de la nerve trigeminal. Alors, ça s'appelle trigeminal. Et la trigeminal nerve est connectée à la tear gland. C'est pour ça que quand tu utilisais la TruTier avec l'électrique stimulation, tu pouvais faire la crème. You can make the tear produce tears. Mais ce modèle, et c'est un peu plus différent, il n'utilise pas l'électrique stimulation, il utilise la vibration. Je ne pense pas que c'est vibrer. Alors, c'est comme, et tu peux vibrate ici, et quand tu vibrates ici, ça va faire, ça va send a signal, un signal ici, voilà un diagramme, tu peux voir que ici, c'est quoi là? Est-ce que vous pouvez voir ici? Non. Ouais. OK. Ici, on va stimuler et cette nerve, elle va aller ici. C'est ça, c'est la nerve 5. Et après, elle peut retourner ici et aller à la basotier. Ici, here is en anglais, c'est the basal ganglia. And the basal ganglia, so you have the innervation here of the nose, going to the basal ganglia, then stimulating the lacrimal functional unit over here, which is then causes the blink effect, and also increase of the meibomian gland, the basal tear, and then the mucin also. Alors, c'est pas la même chose que quand tu penses when you think of tears, il y a des différents types de tears. Il y a reflex tear. Reflex tear, c'est quand tu veux couper les oignons et dans l'air, il y a un chimique qui va faire
it makes you cry. That's reflex tearing. Quand tu mais ça c'est pas la même chose. Quand tu fais une basal tear, il y a tous the chemicals that are needed, like the chemokine, the cytokine, the mucin and things like that. That which is, c'est bien mieux que le reflex tear. La deuxième chose, c'est on a une autre goutte qui s'appelle Regenerize. Regenerize, c'est une goutte biologique. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose comme the Procara. The Procara is amniotic membrane tissue. And the amniotic membrane tissue come from the umbilical cord dans le bébé. Alors, ils ont développé une goutte. Et dans la goutte, il y a beaucoup de anti-inflammatory cytokines, the chemokines for healing, the growth factor, and the hyaluronic acid. Comme vous avez dans les gouttes en Europe, il y a beaucoup de gouttes qui ont des hyaluronic acid. Alors, moi, j'utilise cette goutte quand il y a des problèmes que je ne peux pas de lui donner aux patients des serum tears. Mais parce qu'ils ont peut-être une maladie comme systemic lupus ou Sjogren syndrome, parce que l'inflammation dans son corps elle va causer l'inflammation dans le sang, et c'est pour ça qu'on ne peut pas on peut pas utiliser les serum tears. Cette compagnie, elle a deux types de gouttes. Il y en a un qui était le professional strength et le deuxième qui était light. C'est le professional strength, c'est bien plus fort encore, et le light, c'est pour utiliser comme des gouttes, comme des artificial tears. Alors, bon. Maintenant, on va parler d'un traitement. C'est un peu nouveau ici en France. Il n'y a pas beaucoup de studies. Il y en a un peu de studies qui sont regardés à ce traitement. Mais comme ils ont utilisé ce traitement dans la dermatology, parce qu'ils ont voir que si ils ont they noticed that quand ils utilisaient ce traitement, ils ont regardé qu'il y avait des chances dans la peau, mais aussi maintenant, ils ont utilisé ce traitement pour les yeux. C'était comme le traitement de Intense Pulse Light. Ils ont commencé à développer pour la dermatologie, et maintenant, on l'utilise en optométrie et en ophtalmologie parce qu'ils ont des autres applications. Alors, le Low-Level Light Therapy, il s'appelle la lumière rouge. C'est parce que quand tu regardes dans le spectrum de la lumière, tu peux savoir que la lumière rouge est près de la lumière infrared. Et alors, ils pensent que le mécanisme d'action est d'exciter les mitochondria. Le mitochondria, c'est quand c'est dans les cellules, il y a une chose qui s'appelle le mitochondria, et c'est la machine qui fait donner de l'énergie, et quand tu
tu as de l'énergie et peut faire des choses comme heal and repair the tissue. Alors, c'est pour ça qu'ils ont utilisé pour les conditions comme meibomian gland dysfunction ou rosacea et des choses comme ça. Alors, c'est trois traitements pour 15 minutes. C'est c'est un peu bien parce qu'il n'y a pas trop de restrictions comme de IPL, EPL. Parce que ici, avec le EPL, si ta peau est trop noire, tu ne peux pas le faire, le IPL, mais avec cette nouvelle traitement, tu peux possiblement traiter des personnes de toutes les couleurs. Alors, comme tu peux le voir ici aux États-Unis, il s'appelle une compagnie qui s'appelle Marco Equinox. Mais en France ou en Europe, je pense qu'ils avaient un autre nom. Bon. OK. La deuxième traitement, c'est après un peu new aussi, ça s'appelle la radiofréquency. C'est la même chose, c'était un autre traitement qui avait été commencé en dermatologie. Ils voulu utiliser the radio waves et quand tu uses the radio waves, it stimulates the collagen production and the elastin production, qui fait faire la peau un peu plus dure. Quand la peau est plus dure, et ils ont trouvé que c'était pour la dermatologie ou pour aimer la peau plus belle. Hein? Comme ça, tu n'as plus de wrinkles ici. Alors, quand ils ont l'utilisé ici, ils ont aussi vu qu'il y avait des autres applications parce que c'est vraiment très près des yeux. Alors, quand tu l'utilises ici, maintenant, la plupart des docteurs aux États-Unis, ils utilisent à faire près des yeux. Alors, il le fait dans les meibomian glands. Et parce qu'il fait chaud, ils ont pu voir qu'ils peuvent faire deux choses. Une c'est mettre la peau plus belle et la deuxième est mettre les yeux plus confortables. Alors, c'est pour ça que c'est une autre méthode qu'on va utiliser ici. Bon, alors aujourd'hui, ça, c'est un peu plus très intéressant. Je ne sais pas si vous avez à entendre, mais il y a une compagnie qui s'appelle Oyster Point Pharma et ils ont un nouveau traitement pour les yeux, pour les sécheresses oculaires. Il s'appelle, ici aux États-Unis, au moins, il s'appelle Tarveya. Je ne sais pas si je peux le dire correctement, mais c'est la médication, c'est Varenicline. C'est un spray pour les nez. Tu peux l'utiliser 2 fois dans la journée et il marche similar by stimulating the trigeminal parasympathetic pathway. Alors, c'est comme, si vous vous rappelez, la machine qui s'appelle iTear 100, mais seulement ils n'utilisent pas la vibration, the vibration, et ils utilisent une médication qui marche sur la pathway, et c'est la même chose. Hein. Il veut stimulate the pathway inside the nose, you know. Alors, si je veux dire en anglais, c'est un peu plus facile pour moi de vous expliquer. Alors, so Allergan, you know, with the TruTear, they created, you know, 3 different ways of stimulating the trigeminal parasympathetic pathway, right? You have the electrical stimulation with the TruTear device, which is essentially electrical stimulation. So it's sort of like similar to a TENS units that you put on the muscles to kind of stimulate the muscles.
And then you have the iTear 100, which uses vibration technology to same thing, stimulate the parasympathetic pathway. And now we have Trevaya, which is a chemical stimulation of the parasympathetic pathway. But all three of these sort of devices or methods do the same thing, which is stimulate the lacrimal functional unit, which then causes the release of the basal tear, creates stimulates the meibomian glands, and then it makes your eyes basically feel better. Ils ont it was approved, c'est approuvé par aux États-Unis il y a 3 jours, ouais. Et maintenant, ils ont dit qu'ils vont commencer à donner au docteur en novembre. Alors, c'est très excité d'avoir une autre nouvelle traitement pour les sécheresses oculaires. Alors maintenant, on va parler des produits qui ne sont pas encore au marché. C'est celui-là, ça s'appelle AR 155.2 et c'est un nouvel mécanisme. Le mécanisme maintenant, ils ont travaillé avec des gènes qui s'appellent TRPM8. Et c'est un récepteur qui peut te dire sur les yeux qu'ils ont si tu es froid ou si tu es chaud. Alors, il pense que si il peut activer ce récepteur, il peut faire une sensation froide dans les yeux qui peut mettre plus confortable avec la sécheresse, mais aussi peut-être produce the basal tears again. Alors, il sait que ce récepteur est aussi possible de faire le blinking. Ouais, on sait que c'est très important quand tu travailles dans l'ordinateur ou tu utilises ton téléphone mobile et tes yeux, ils n'ont pas la même blinking. Alors, ce sera très intéressant de voir si cette molécule pourrait faire ce traitement un peu plus, un autre traitement. Alors maintenant, ils sont en train de faire les clinical trials. Alors, ils expectent dans peut-être un ou 2 mois les résultats. Il y a un autre, ça c'est le ADX 629 par Aldera. Ça, c'est une vraiment très intéressant nouvelle molécule. Alors, il s'appelle Reproxalab. Reproxalab, ça s'appelle un RAS inhibitor. So, quand tu regardes dans le diagramme à la droite, tu peux voir que le RAS, c'est vraiment at the beginning of the inflammatory cascade. You can see, tu peux voir que c'est toutes les choses, and it activates the inflammation qui causes the cytokine release. Alors, si ils ont trouvé que cette molécule, le Reproxalab, peut interrupter le RAS, si tu peux bloquer le RAS, et c'est pour ça que il est possible que ça va pas release de cytokine, which ça va faire pas d'inflammation dans les yeux. Il n'y a pas d'inflammation, ça va faire que ça pourrait marcher. Mais aussi, ils ont trouvé que cette molécule peut aussi réduire les yeux rouges. Et on sait que là, il y a beaucoup de patients qui n'aiment pas avoir les yeux rouges, alors parce que il vient vous voir et il dit mes yeux sont rouges. Mes collègues ils pensent que j'étais sorti hier soir et mes yeux j'ai bu trop d'alcool ou comme ça. Alors j'ai un peu honte de retourner à retourner
au travail et ils pensent que mes yeux sont trop rouges. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas avoir les yeux rouges. Alors, cette spéciale molécule elle peut réduire les yeux rouges. Alors, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ils sont aussi en train de rechercher s'ils peuvent utiliser cette molécule pour deux types de maladies. Et les deux maladies sont occupées avec l'inflammation, comme avec les allergies ou la sécheresse oculaire. Je pense que ça, c'est la dernière. La dernière, c'est par une compagnie qui s'appelle Nova League et Bausch Lomb. Maintenant, ça s'appelle NOV3. Et c'était aussi une autre molécule très intéressante parce que c'est la première traitement qui peut occuper à faire des choses sur les glandes de meibomian glands. Right? Jusqu'à présent, il y a tous les traitements qu'on a parlé, c'était pour traitement de l'inflammation ou traitement de aqueous deficient ou des traitements de la LFU pour mettre plus de tears, mais il n'y avait vraiment pas de traitement sur les meibomian glands. Ouais, seulement le seul traitement pour le meibomian gland, c'est des procédures comme la radiofrequency ou la low light level light therapy. Alors, ça, c'est une goutte qui peut peut-être stabilize the lipid layer et aussi peut-être entrer dans les glands pour changer the consistency of the meibum. Alors, c'est vraiment très, très intéressant et je suis très excité de savoir plus sur cette molécule. Bon, alors c'est comme ça, on va dire que c'est en ce moment, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de new shows, de new technologies qui arrivent. Si vous n'avez pas est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va parler de quelques cas et après on pourrait en parler un peu plus. Alors, ça, c'est une madame que j'ai commencé à voir en 2016. Elle a beaucoup de problèmes. Elle a un peu de diabète, elle a systemic lupus, elle a son cholestérol is high, elle a un peu de asthme, elle a hypertension. Elle avait fait faire la chirurgie des cataractes en 2002. Elle a aussi beaucoup de chalazion, elle a des blepharitis, de meibomian gland disease, elle a de keratoconjunctivitis sicca. Ça, c'est les médecines. Elle prend pour le diabète, elle prend des hydroxychloroquine pour le systemic lupus et aussi utilise le spray. Alors, à ce moment, elle était en train d'utiliser seulement les gouttes artificielles. Mais après, en août de 2017, je vais commencer à utiliser le Restasis. Et au septembre, c'était un peu mieux. Alors, j'ai dit, OK, il faut qu'on commence à traiter la MGD. Alors, on a utilisé le LipiFlow par Johnson & Johnson. Et en novembre, elle a fait le LipiFlow et en janvier, c'était mieux. Mais après, en avril, c'était commencé à faire pas très bien. Alors, je lui ai dit, OK, bon, tu peux utiliser le Restasis 3 fois par jour. En juin, quand elle est retournée, elle était encore très, très sèche. Alors, j'ai dit, bon, on va mettre des plugs dans le puncta pour to keep the tears and increase the tear volume. Elle avait des keratinization on the meibomian glands. Alors, on l'a donné une pommade sur les yeux, comme ça, elle pourrait to decrease the keratinization.
Bon, voilà, c'est les images de ces meibomian glands. Et tu peux voir que c'était pas trop mal, hein. Elle a un peu de drop-out dans le milieu ici et un peu près du nez. Ça, c'était les yeux de la droite. Ici, c'est la gauche. Et tu peux voir qu'à la gauche, c'est un peu plus, on appelle ça le drop-out. Alors, quand tu vois quand c'est un peu noir, ça veut dire qu'il n'y a plus de meibomian. Alors, quand tu vois les lignes blanches, ça, c'est les meibomian glands. Et voilà, ici, quand je l'ai vu en mars, regardez, tu peux voir qu'il y avait beaucoup de sécheresse sur la surface. Ça, c'est les yeux droits yeux. Ça, c'est les droits gauche. Tu peux voir qu'il y a vraiment beaucoup de sécheresse. Bon, alors, vous pensez, c'est quoi, c'est le diagnostic pour cette madame? Est-ce que vous avez? Si vous pensez à neurotrophic keratitis, ça, c'était vrai. Alors, neurotrophic keratitis, c'est une condition qui affecte les nerfs dans les yeux. Alors, on a dit, OK, bon, on peut commencer à faire une médication qui s'appelle Oxivate par Dompé. Et c'est une médecine, une goutte que tu utilises 6 fois par jour pour 8 semaines. Alors, elle a commencé en avril et elle a fini en juin. Alors, quand on est retourné en juin, ça, c'était la surface. C'était bien mieux. Mais tu peux voir qu'il y a encore des sécheresses un peu ici. Et là, c'est la même chose. Il y avait aussi des sécheresses en bas. Mais j'ai dit, OK, bon, on peut continuer. Et je lui ai dit de retourner en 2 mois. Alors, 2 mois plus tard, elle est retournée et tu peux voir que c'est un peu mieux. À droite et ici à la gauche, tu vois que si je me rappelle, à la gauche, c'était comme ça. Et voilà, maintenant, c'est bien plus mieux. Bon, alors, c'est quoi le neurotrophic keratitis? C'est quand tu as un problème avec la sensation. Alors, quand tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans la surface, il n'y a pas de neuromédiateur. Le neuromédiateur, c'est important parce qu'il dit à tes yeux de faire des choses. Il n'y a pas assez de lacrimal tear. Et aussi, tu ne peux pas blink. Alors, quand tu as pas, quand tu peux pas réparer les problèmes, ça va faire des sécheresses. Et les sécheresses va devenir des epithelial defects. Epithelial defects, ça va devenir une ulcération ou stromal melting. Et après, ça va faire un trou dans tes yeux. Ça, c'est la perforation. Alors, c'est comme si c'est ça. Bon, s'il n'y a pas de questions, j'ai quoi, à peu près 15 minutes. 15 minutes. Alors, j'ai une autre. Docteur Dang, c'est juste par Ouais. rapport à la kératopathie neurotrophique. Ouais. C'est-à-dire, au début, pardon, Ah, j'ai une question juste pour la patiente que vous avez présentée tout à l'heure, qui présente la kératopathie neurotrophique. Est-ce qu'au début, dans le questionnaire d'anamnèse, elle ne vous a pas signalé un manque de sensibilité? Est-ce que vous faites des tests de sensibilité cornéenne ou pas? oui, ça, c'est une très bonne question. Ouais. Mais alors, quand je l'ai vu en mars 2021. Je lui ai fait un test de sensibilité pour savoir si elle pouvait avoir la sensation de moi de toucher ses yeux avec. On utilise ça s'appelle un Q-tip. Et le Q-tip, il y a on le mange et un peu et on le touche les yeux. Ouais. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas savoir quand je touchais les yeux. C'est pour ça qu'on lui a dit, on lui a dit qu'elle avait neurotrophic keratitis. Parfait, merci. Merci. Ah ouais, OK. Bon, ouais, alors maintenant on va à une autre casse.
Voilà, ici. Ah ouais, alors on a ici, on a une autre patiente qui est 38. Elle a commencé à dire que ça va faire depuis 2 semaines dans mes yeux à droite et aussi à gauche. Quand je regarde à la lumière, je peux voir qu'il y a beaucoup de starburst, il y a un peu de vision double. Alors, elle a beaucoup des contacts, des lentilles de contact. Et elle nous a elle vient d'un autre docteur dans la vie. Et, elle n'a pas utilisé des gouttes, elle n'a pas de problème, tout est bien. Alors, quand on regarde dans les examinations, on peut voir que dans les yeux dans la droite et la gauche, la vision n'est pas très bien. Toutes les autres choses, c'était bien. Quand on regardait dans l'examination, on peut voir qu'il y avait un peu les yeux étaient un peu rouges, il y avait la corneal neovascularization dans les yeux, dans les deux yeux. On a aussi voir qu'il y avait des choses qui s'appellent the limbo whorls, qui c'est en haut jusqu'en bas. Elle avait beaucoup de cicatrices dans les yeux. Il y avait beaucoup de sécheresse aussi. Alors voici, on peut voir comme ça c'était la droite. Tu peux un peu le voir en haut ici. Regardez, je vais montrer. Ici, là, voilà, vous pouvez voir un peu ici, c'est la limbo. Et ici aussi, il y en a un peu ici. Et voilà, ça c'est une meilleure photo. Voilà, vous pouvez voir ici, ça c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est quoi son problème? Ça, c'était encore les yeux droits. Ici, c'est une encore meilleure photo. Tu peux le voir ici. Elle a une cicatrice ici. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y avait. Ça, c'est quoi on dit que c'est les limbo worlds. OK? Et ça, c'est la gauche. Et la gauche, c'était pas aussi pire, mais tu peux le voir un peu ici, là, ici, le limbo world ici, il y avait une cicatrice ici, et voilà. Bon, alors, est-ce que vous savez c'est quoi le diagnosis? Alors, ça, c'est une caisse de limbo stem cell deficiency. OK? C'est quoi le limbo stem cell deficiency? Alors, qu'est-ce qu'on va après parler? On va parler du traitement et après, on va parler de la maladie. Alors, parce qu'elle avait autant de problèmes, j'ai décidé de lui faire la Proquera, qui est une cryo-preserved amniotic membrane tissue. So, et vraiment, le traitement était quand on dit plus minus, c'est pas vraiment le traitement n'est pas très flexible. Alors on l'a dit, ok, mais il faut que tu continues à faire beaucoup de tears, lubrication, elle ne peut pas mettre les lentilles, et on lui a aussi donné des steroid eye drop 4 fois par jour, et on l'a fait pour 3 mois. Alors, c'est quoi le limbo stem cell deficiency? Le limbo stem cell, ça, c'est dans le limbus. Ouais, le limbus, c'est ici que tu peux faire regenerate the epithelium. Alors, si tu as des problèmes avec les limbo stem cells, le conjunctiva, il va venir et it will turn the cornea white. And that's, it's the process of conjunctivalization. That's why the limbo stem cells are very important to keep the cornea clear. You have these palisade of Vogues, which is, the areas that houses the limbo stem cells. So if you have damage to the limbo stem cells, it leads to the limbo stem cell deficiency.
when you have the waterfall appearance, on the cornea, it's because the conjunctival epithelium is coming onto the cornea. So if you don't treat that, it can eventually lead to, basically whitening of the cornea, and then you can also get neovascularization. Est-ce que vous avez des questions? OK. Si vous n'avez pas de questions, oui. J'avais une question, mais vous y avez répondu avec la dernière diapositive. C'était à propos donc du patron, du pattern qu'on observe au niveau cornéen. Bon, alors bien sûr, là j'ai compris maintenant à quel niveau ça se situait. C'est au niveau de la membrane basale, j'imagine, là où reposent normalement les cellules basales qui sont sécrétées enfin, qui viennent des palissades de Vogt, voilà. Mais ça m'interroge quand même toujours par rapport à ce patron qui est un petit peu en chute d'eau, hein, comme on dit, voilà, waterfalls. Comment on peut expliquer ce patron particulier? Parce qu'il y a d'autres patrons, par exemple, qu'on explique très très bien, mais celui-ci, alors là, je n'arrive pas à trouver l'explication, comment dire, mécanique qui donne ce schéma, ce patron, ce pattern. Ah ouais. Ah, ça, alors, ils disent que c'est ça dépend quand tu peux voir où est le déficit des cellules de stem cells. Alors, je pense que c'est pour ça que tu as un pattern spécial comme ça. Alors, si tu peux voir les lignes, c'est parce que c'est peut-être les cells, the conjunctival cells that are migrating down, that are causing this waterfall pattern, because it's, on sait que the epithelium, it grows like this. So, de manière périphéro-centrale, de la périphérie vers le centre. Mais ce qui est très curieux, là, c'est que ça ne se passe pas, le phénomène ne se passe pas sur 360 degrés, mais simplement, comme vous voulez le dire, de haut vers le bas. Donc, ça part du haut et ça descend vers le bas. Voilà, c'est assez, peut-être mais peut-être que s'il n'y a pas autant de cellules en haut, et c'est pour ça que ça commence là-bas. Mais quand j'ai lu la literature, ils ont dit que c'était la waterfall pattern. D'accord, ok. Et puis, une autre remarque, c'est que finalement, en dehors d'une histoire de cas, si on ne regarde que l'image, hein, si c'était un quiz, par exemple, on pourrait avoir des doutes et se dire, bon, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ressemble à une dystrophie de Cogan, par exemple? Ouais. Mais ce n'est pas exactement le même patron non plus, on est bien d'accord, hein, mais c'est très curieux. Merci pour votre réponse. Je rebondis un petit peu sur la question sur la remarque du Dr. Lecombe. Parce qu'on adapte beaucoup de lentilles sclérales. Et une des choses sur laquelle on insiste souvent, c'est un petit peu d'essayer de gérer cette zone limbique le mieux possible, parce qu'il y a les cellules souches, stem cells, qui sont Au fait, nous savons que parfois il y a un certain nombre de complications post-lentisclérales, où on a cet aspect de dystrophie que tu avais un petit peu souligné, et que poser le diagnostic différentiel entre les dystrophies cornéennes et cette perte de cellules souches, déficience cellulaire des cellules souches limbiques, peut aussi poser problème, parce que simplement, il a mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est comment faire un diagnostic différentiel adéquat, sauf cet aspect un peu vertical. Donc, est-ce qu'il y a d'autres astuces sur lesquelles vous observez à la lampe à fonte, parce qu'à la lampe à fonte, nous observons un blanchiment, un whitening
de la zone limbique quand on fait les essais. Et à partir de là, on conclut que notre zone limbique est en souffrance. Il faut essayer de travailler sur le volet de la lentille pour pouvoir soulager cette zone de transition qui est fondamentale pour le fonctionnement de la cornée. Est-ce que vous avez d'autres astuces? Do you have other tips to differentiate between this tropics and this deficiency? Alors, les dystrophies, c'est usually c'est dans les deux yeux. Alors, c'est pas seulement dans un yeux. Dans ce patient, elle avait les deux conditions, mais les conditions n'étaient pas pareilles. Alors, c'est pour ça que tu peux savoir que c'était un peu différent contre les dystrophies de la cornée. Et vraiment, le pattern quand tu parles aux patients, il faut faire. Moi, je dis tout à mes résidents ou à mes étudiants, je lui dis que c'est très, très important de parler aux patients et de savoir qu'est-ce qui se passe parce que tu peux déduire la diagnose différentielle comme ça parce que cette particulière patient, elle avait des lentilles de contact. C'est pour ça que et tu peux aussi, alors aussi tu peux voir qu'elle avait la cornée neovascularisation. Ça veut dire qu'elle portait les lentilles de contact pour très longtemps et en plus, elle dit qu'elle portait des lentilles de couleur. Alors, on sait que les lentilles de couleur, c'est pas vraiment, c'est seulement cosmétique, mais le transfert de l'oxygène dans les yeux est beaucoup plus pire avec des lentilles comme ça contre les nouvelles lentilles. Alors, ça c'est toutes les choses que vous pouvez faire pour savoir que ce n'est pas vraiment une dystrophie de cornée, peut-être seulement quelque chose d'autre. Ah ouais, bon. Encore, bon, c'est bien. Et maintenant, j'ai la dernière caisse. Ici, c'est une 33 ans. Elle est venue chez nous parce qu'elle avait dit que mes yeux, j'ai vraiment très de douleur, c'est hyper rouge, et il y avait beaucoup de lacrymes et c'est très sensitive à la lumière. Et voilà, on a une caisse qui parle des lentilles de sclérol. Et alors, elle avait une condition qui s'appelle pellucid marginal degeneration. Alors, comme vous pouvez le voir, quand elle n'avait pas sa lentille, elle pouvait même pas voir la main devant ses yeux. Alors, ça, c'était un problème. Et quand on a mis les petits trous, et ils ne pouvaient même pas voir avec les petits trous. Alors, voici les examinations. Il y avait 3 plus injection. Ils avaient un ulcère, un corneal ulcer, 2.3 millimètres vertical et 3.4 horizontal avec le stromal keratitis. Elle avait dans la chambre antérieure, elle avait 2 plus de fibrin. 3 plus des selles, et il y avait un 0.5 mm de hypopyon. Et on ne pouvait pas le voir. Il y avait hautement d'inflammation et de débris dans la chambre qu'on ne pouvait pas voir la lentille. Voilà, ici c'est une photo. Et voilà, une autre photo ici. C'est vraiment en anglais, on dit que ça, c'est a very soupy epithelium.
ici, on va utiliser, regardez, c'était vraiment… Bon, est-ce que vous savez c'est quoi? Vous pouvez me donner un diagnostic? Non. Alors, on a dit que c'était peut-être une caisse de Pseudomonas keratitis. Parce qu'on a dit que c'était peut-être une caisse de Pseudomonas, on ne savait pas. Alors, mais parce que cette condition était très, très, très rapide, elle a dit que, je vais vous montrer, elle a dit que c'était seulement 2 jours. C'est pas vraiment une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Elle a dit que c'était super rapide. Elle a commencé 2 jours et c'était très mal. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé que c'était la caisse de Pseudomonas. Alors, qu'est-ce qu'on avait faire? Il faut que dans cette caisse, c'était très important de faire de culture. Alors, on a fait une culture. Et après qu'on a fait la culture, on lui a donné des antibiotiques qui s'appellent des Ivans ici aux États-Unis. On lui a dit de commencer les 30 minutes. Mais l'autre problème, c'est parce que c'est très difficile ici dans notre ville d'avoir des compound fortified antibiotics. Alors, on lui a dit si on n'est pas trop loin de Los Angeles, seulement 2 heures. Ils ont une clinique spéciale que tu peux aller là-bas et ils pourraient te commencer le traitement plus rapidement. Alors, on lui a recommandé d'aller à la clinique à UCLA. Alors, après, elle est allée, c'est toujours la même chose. Elle est venue nous voir en un vendredi. Il était 16h, 16h30. C'est toujours la même chose. Hein. Si ce n'est pas la retina detachment, c'est vraiment le Ursel qui vient dans notre, dans notre clinique. Alors, elle est venue et alors on lui a dit, bon, c'est très important, il faut que tu ailles là-bas. Et elle est allée là-bas et ils ont commencé le traitement. Oui, c'était bien, mais à peu près 8 heures plus tard, ils ont commencé le traitement. Oui, mais alors c'était très bien pour eux, pour lui, pour eux. Alors, ils ont commencé 2 traitements. Le traitement de vancomycine, c'est de tobramycin. Alors, quand on parle des microbes, on parle des gram positive and gram negative. And, the vancomycin will treat the gram positive microbes, and then the tobramycin will treat the gram negative microbes. So that's why you have both coverage there. So here we have, ici c'est le résultat de culture. Ils ont fait une culture aérobique et ils ont retourné. C'était et comme on avait pensé, c'était le Pseudomonas et dans les yeux de la droite. Et ils ont aussi fait sensitivity testing parce qu'il veut savoir à quelle sorte d'antibiotique elle peut répondre. Et vous pouvez voir qu'elle répondait à tous les antibiotiques qui étaient vraiment très, très super. Alors, il y avait pas, son microbe n'était pas résistant à tous les antibiotiques. Alors, c'est bien. Bon, alors elle est revenue chez nous deuxième jour plus tard et elle a dit, oh, c'est beaucoup mieux. Et la vision, elle a commencé à retourner. Alors maintenant, elle peut voir un peu mieux. Mais il y avait encore, le ulcer, il était encore là. Ils ont aussi, quand elle est allée à l'UCLA, ils nous ont donné une goutte diagnostic pour la pupille, pour la faire grande, parce que toute l'inflammation dans les yeux, c'était un peu de problème alors. Et regardez, ça, c'était 2 jours plus tard. Tu peux voir que ça a déjà commencé à devenir un peu plus petite.
Voilà. Et alors, maintenant, on peut lui dire que c'était un ulcer that's associated with the Pseudomonas. Et aussi, elle avait développé un iritis. Alors, on lui a dit, OK, mais alors, il faut que tu continues à utiliser les antibiotiques dans la matinée, dans le jour et dans le soir. À chaque heure, il faut que tu le mettes dans les yeux parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir éliminer le microbe. Et on lui a aussi dit de continuer la goutte pour dilater les yeux, comme ça, elle saura faire un peu mieux. Et on a dit que si ça continue à faire mieux, on peut peut-être commencer la pommade à la nuit, comme ça, elle n'aura pas besoin d'utiliser la goutte à chaque heure dans le jour et dans la nuit. Alors, elle retournait dans l'autre jour, elle a dit, ah ouais, moi c'est bien. Elle voulait dormir avec un shield dans les yeux parce qu'elle ne voulait pas le toucher ou faire quelque chose. Alors, mais elle a dit qu'elle a commencé à avoir un peu plus de discharge mucus. Elle était en train d'utiliser la goutte. La vision était encore continue d'améliorer. Et regarde, le ulcer, c'était un peu plus petit, il y avait un peu moins d'inflammation. Alors, c'est comme ça, hein, quand tu commences à traiter le ulcer, l'inflammation va faire un peu mieux. Alors, tu n'as pas vraiment dans certains cas, tu n'as pas vraiment besoin de donner une goutte de stéroïdes. Et voilà, ça c'est la photo. C'est pas vraiment une très belle photo, mais tu peux voir que ici, on peut voir et tu peux voir qu'elle avait la discharge. Ah ouais, tu peux voir la mucus discharge là. Ici, c'est une photo. Ah ouais, c'était un peu mieux. Et là, c'est un peu plus petite. Bon, on a dit, OK, c'est bien, il faut que tu continues. Et on a ajouté la pommade à la nuit, comme ça, elle n'a pas plus besoin de continuer la goutte dans la nuit. Elle est retournée et elle a dit, elle avait un problème à la pharmacie pour obtenir la pommade, alors elle a dit qu'elle n'avait pas l'optimale. Mais la vision est à peu près la même. OK. Mais à cette visite, il n'y avait plus de defects. Alors, ça, c'était une semaine plus tard. C'est vraiment très extraordinaire qu'on avait faire comme ça. Alors, voilà une photo. Tu peux voir qu'il n'y avait plus. Ici, ça, c'est un phénomène qu'on appelle pooling. Right? C'est pas staining. Tu peux voir qu'il n'y a pas de staining. C'est more pooling. So, pooling, c'est quand l'épithélium est intact, mais c'était un peu irrégulier. C'est pour ça que tu peux voir que c'est pas vraiment staining, c'est more pooling. Alors ici, tu peux le voir que c'était il y a un peu de staining, mais pas vraiment pas ici. Ici, ça c'est pooling. Tu peux voir qu'il y avait beaucoup de dye. Alors, en ce moment, on lui a dit, OK, ça commence à se faire plus mieux, on peut faire moins de la goutte antibiotique à 2 heures, et on lui a dit, OK, maintenant, je pense que c'est bien de commencer la goutte stéroïde. On a donné la prédnisolone acétate 4 fois par jour. Elle est retournée 2 jours plus tard et c'est ah ouais, c'est bien. Mais elle a plus de fortified antibiotics et elle continue à utiliser les gouttes stéroïdes. La vision est à peu près. Mais si tu vois la vision en pinhole, elle a commencé à devenir plus mieux. Il n'y a plus de défects, il y avait l'inflammation un peu moins, il y avait un peu plus moins d'inflammation dans la chambre intérieure. Et voilà une photo, c'était comme ça, c'était mieux. Voilà.
pas il y en a encore plus tu peux voir que la surface est devenue un peu plus régulière et quand elle devient un peu plus régulière, il y a moins de pooling de la dye. OK. Et après ça, on lui a dit de continuer et on lui a changé l'antibiotique parce qu'elle n'en a plus de fortified antibiotic. Alors, on lui a donné du moxifloxacin qui est à la pharmacie ici. Il n'a pas besoin d'aller de faire une compound pharmacie. OK. Et en ce moment, elle va revenir la semaine prochaine. Alors, c'est tout. Bon, voilà, je suis fini avec ma présentation. Est-ce que vous avez une question? Maintenant est le moment de demander la question. Alors, moi, j'ai deux questions qui ont été posées sur la page Facebook. Ouais. La première, c'est comment récupérer un film lacrymal après un traitement sévère d'une conjonctivite herpétique, suivi d'une autre question immédiate, parce qu'il y a au fait plusieurs questions. Peut-on adapter un lentille semi-rigide, c'est-à-dire en gaz perméable, avec une pathologie de sécheresse? Si oui, quel collier pour un port confortable? Ça, c'est les deux questions qui ont été posées. Et je reviendrai sur les autres questions parce que c'est la même personne qui a posé ces questions-là, qui voudrait avoir des... J'ai pas compris la première question, c'était quoi? How can we recover a tear film after severe herpetic conjunctivitis, and can we fit RGPs with the dry eye disease, which kind of color of medication for a comfortable fit? These are the first two questions. And, Okay. La première question is the tear film after herpetic infection? Exactly. Okay. So après une infection herpétique, c'est si tu as beaucoup de cicatrices dans la cornée, il faut faire. C'est vraiment la même chose que la sécheresse oculaire. Hein. Il faut que tu contrôles l'inflammation, il faut que tu contrôles le tear film. Alors, moi, j'aime bien utiliser la cyclosporine parce que cyclosporine peut utiliser à contrôler l'inflammation qui est activée la herpétique maladie. Alors, j'aime bien utiliser la cyclosporine, mais il faut traiter la blepharitis et aussi on lui donne des piles de acyclovir pour si c'était la deuxième fois qu'il avait une infection herpétique, j'aime bien lui donner des acyclovir pills 400 mg 2 fois par jour pour 6 mois. Et ils ont dit que c'était mieux à préventer l'activation, de réactiver le virus de herpès. Et la deuxième question, c'est si tu as un problème avec la sécheresse oculaire, maintenant, il y a beaucoup de docteurs qui aiment utiliser les sclérolentilles pour traiter les sécheresses oculaires. RGP, the gas permeable is okay, mais si je dois choisir entre le gas permeable lentille et le scleral, je pense que le scleral c'est mieux parce que dans la scleral is big and it has saline. Sometimes you can put a drop of artificial tears and then put that on the surface, which then prevents exposure, keratitis, severe
severe dry eye disease. Une autre question de la même dame. Est-ce que vous recommandez l'usage des colliers à composants hyaluronique de sodium pour les patients avec gènes et signes de sécheresse oculaire? You advise patients who have kind of difficulties and some kind of dry disease. Do you advise them to use hyaluronique of sodium? Okay, the sodium hyaluronic. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Definitely. Oui. Je recommande la goutte. Ici aux États-Unis, c'est commencé les gouttes artificielles. Ici, ils ont commencé à avoir le sodium hyaluronic. Mais avant 2-3 ans, je pense, il n'y avait pas beaucoup de gouttes avec le sodium hyaluronic. Mais je pense que en Europe, il y en avait beaucoup de gouttes artificielles qui contiennent le sodium hyaluronique et je pense que c'est un component important dans les gouttes artificielles pour aider la sécheresse oculaire. Parfait, merci. Je ne sais pas si Dr. Combe a des questions. Oui, j'ai une petite question. Dans le traitement que vous avez fait, bon, bien sûr, on commence par les antibiotiques. Et après, la question qui, je pense, est toujours une question un petit peu de réflexion et presque philosophique, c'est quand initier le traitement complémentaire avec les anti-inflammatoires? À quel moment? Et moi, dans l'éducation que j'ai reçue aux États-Unis, c'était toujours quelque chose qui était pas controversé, mais voilà, qui posait une réflexion. Où est-ce qu'on en est maintenant, en 2021, aux États-Unis sur ce sujet, ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, à quel moment vous décidez de passer, enfin, de rajouter les anti-inflammatoires, sachant que si on démarre trop tôt, c'est du moins ce qu'on disait, ça risque donc de perturber l'action l'action donc des antibiotiques et surtout, ça ne permet pas donc la guérison en fait. Ouais, c'est une très bonne question. C'est pas facile. Mais moi, quand on m'a entraîné, ils m'ont dit que si tu avais, on l'a dit, comme j'ai dit, un epithelial defect, s'il y avait un trou dans l'épithélium cornéen, c'était pas vraiment le temps d'ajouter un anti-inflammatoire parce que tu peux, comme tu l'as dit, tu peux perturber. Mais maintenant, en 2021, je pense que j'utilise un peu plus tôt. Alors, même s'il y avait un petit trou dans le cornée épithélium, je pense que je vais utiliser la goutte plus tôt parce que je sais qu'il y a c'est pas très clair, hein. C'est pas que si tu as un trou, ça va perturber le healing process. Alors, je pense que si tu contrôles comment de gouttes tu mets dans les yeux, tu peux avoir des effets anti-inflammatoires et pas perturber le healing process. Alors, tu ne peux pas faire je veux commencer à faire une goutte pour 1 heure, ça c'est beaucoup trop. Mais si tu veux commencer à faire, mais moi je commence une goutte 2 fois par jour et après, si je vois que ça c'est pas trop, il n'y a pas de problème, je continue à ajouter plus de gouttes. Oui, je suis d'accord avec cette approche, on va dire, dans la mesure où finalement le juge de paix, la bonne façon de procéder, c'est très pragmatique et c'est tout à fait possible dans le cas que vous avez présenté parce que vous avez une surveillance, bien sûr, qui est très étroite. On voit les patients donc très régulièrement. Donc, dans la mesure où on les voit régulièrement, on peut initier le traitement donc anti-inflammatoire plus tôt. Et si on s'aperçoit que ça dérange le processus de guérison, bon, on peut peut-être aller un petit peu en arrière et puis attendre un petit peu. Voilà, mais il faut être Exactement. c'est une approche très clinique, très pragmatique.
Ouais, c'est très important de le voir à chaque jour. Comme vous avez vu dans ma caisse, je le vois, il n'y a pas plus de 3 jours parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans 3 jours. Alors, c'est très important, si tu vas faire quelque chose, de le regarder, monitor. Ouais. Puis c'est important aux États-Unis parce que si vous ne le faites pas après, on va dire que vous êtes unprofessional. Donc voilà, c'est une Ouais. obligation légale aussi. Voilà, Euh, il faut le dire. Je vais juste enchaîner un petit peu parce que pour deux choses qui me semblent intéressantes, parce que il y a deux aspects. Il y a d'abord sur la cartopathie neurotrophique. J'ai eu un enfant âgé de 3 ans qui a présenté donc ce problème. Il a fait des perforations cornéennes importantes. Il a subi plusieurs greffes amniotiques, ensuite une greffe cornéenne, et ça n'a pas réussi pour la simple raison. Bon, il a beaucoup de tasses dans le cadre d'un syndrome. Il a un retard verbal, il a un retard de motilité, donc on sait que c'est un centre nerveux qui a été atteint et que c'est une conséquence de cette atteinte qu'il y a ce souci-là. J'ai essayé des Sclar-Lens, donc des Sclar-Lens avec un volt assez conséquent. Je l'ai réorienté vers son ophtalmo, vers un centre en fait, d'excellence, c'est un hôpital militaire, pour qu'il soit pris en charge avec notamment du sérum autologue. Est-ce que vous avez, parce que là, je vois qu'il y a ce nouveau traitement, sur lequel j'ai fait une petite synthèse, l'Oxervate, qui est destiné aux keratopathie neurotrophique, entre autres, parce que ça donne beaucoup de résultats. Mais quand vous avez un enfant de 3 ans avec toute cette étape, pensez-vous que c'est une bonne chose que de lui prescrire une lentille sclérale? Ensuite, avec bien sûr, c'était une demande, une requête du centre d'ophtalmologie qui devait utiliser aussi le sérum autologue. Ça, c'est la première question. La deuxième question sur la low light level thérapie. Concrètement, moi, j'ai l'amené donc ce système, mais vous savez, il y a un certain nombre de débats contradictoires dans la communauté des cliniciens et des scientifiques sur cette fameuse question de photobiomodulation. J'ai un ami qui est installé en Australie. PPM. Exactement. J'ai un ami qui est en Australie. Il est fan de l'IPL, mais il m'a dit pour le LLT, il n'y a pas une évidence scientifique parce qu'il n'y a pas eu d'études cliniques importantes qui ont été réalisées. Et là, je suis un petit peu dans un dilemme. Je me dis, bon, j'ai pris quelques malades, quelques patients que j'équipe en lentilles, qui posent des problèmes par la suite de problèmes de déficience mébomienne, en espérant avoir des résultats. À votre avis, vous qui êtes dans un centre d'excellence de la sécheresse oculaire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que low light level thérapie peut résoudre un certain nombre de soucis tels que des problèmes de meibomius gland deficiency or demodex, blepharitis chalazion, and style, and so on. What do you think about all that? J'ai oublié la première question. La deuxième question, je pense que c'est un peu trop. Je sais que le topic de photobiomodulation est très, c'est encore très nouveau. Alors, parce que c'est encore très nouveau, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, mais je pense que c'est très intéressant et je pense que quand on peut trouver the wavelength, the correct wavelength, because it's very important, right? So I was looking at the research and they say that it has to be
a certain wavelength that works, in the 700, 700 nanometers to like 800 nanometers in the wavelengths in order for it to work. I mean, I do believe it, for it to work, it's, similar to the IPL, intense pulse light photobiomodulation, the mechanism. But je pense que c'est encore, on a besoin de plus de studies to check and make sure that everything is really true, because right now all of the studies are industry sponsored, right? So it's by Marco and by Equinox and by those people, not independent studies. If we can have more independent studies, then I think that more people will believe that it really does work. I mean, je sais que anecdotally, it works. A lot of doctors say it's great. It's great for Chalasian, great for MGD, but but in terms of the studies for large randomized clinical trials, it's not quite there yet. That's fine. Je suis désolé, mais il est 8h30 ici et ma clinique a commencé à 8h. Et alors, je dois partir et ma femme dit qu'elle doit commencer son boulot. Alors, parfait, parfait, on comprend. Désolé de vous avoir retenu. Sorry for this delay. Thanks a lot. Thank you very much. And pleasure. I hope that we see you again in another webinar. Thanks a lot. Yes. Bye-bye. Absolument. Thank you. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Au revoir, mes amis. Et Au revoir. à bientôt. À bientôt. Donc, j'espère que vous avez profité de cette présentation. Elle sera en live sur la chaîne YouTube Shaban Fethi, et elle sera aussi en PDF très bientôt dans la rubrique fichiers. Donc, je vous souhaite une bonne reprise de cette saison 2. J'espère qu'elle sera riche. N'est-ce pas, mon ami René? Merci pour tout ce que tu fais. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.